Les différents vêtements présents dans ce Dinomitsu ne sont pas encore en vente actuellement. Pour plus d'informations, suivez la chaîne Ici Japon Corp. Bonne vidéo. Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve du coup encore une fois aujourd'hui pour le format Dinomitsu. C'est un format que vous connaissez bien sur la chaîne, je l'ai déjà sorti 9 ou 10 vidéos dans le style. C'est un format où je réponds à toutes vos questions que vous vous posez sur le Japon, sur le fait de vivre à l'étranger. Quelqu'un arrive derrière moi, voilà, vous le voyez. Et du coup aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que j'avais envie de faire évoluer le format. Vous voyez, à chaque fois c'était un peu la même chose, et je me promenais quelque part, je répondais à vos questions et tout. C'est un petit peu le même style mais pas tout à fait. Aujourd'hui c'est particulier, on est du coup sur le shooting de Ici Japon Corp. Il y a une nouvelle collection qui sont sorties, voilà, vous voyez, la collection X-Site. Et du coup on va se promener toute la journée dans la région de Ibaraki. Et on va se promener sur des lieux un petit peu de urbex, etc. Et je vais donc, vous le voyez, en profiter pour répondre à toutes vos questions. Donc écoutez, est-ce que j'ai quelque chose à dire en plus? Je ne sais pas. Bonjour tout le monde, dites bonjour à la team Ici Japon Corp. Ils sont beaux, ils vont nous accompagner toute la journée. Donc écoutez, sur ce, vous connaissez l'adage, on perd pas plus de temps. C'est parti. Non, parce que ça sent le cadavre un peu quand même. Non. Non, ça sent les poubelles, on est dans des poubelles, mec. C'est incroyable, regardez-moi ça. Là on est sur le premier lieu, on sait pas trop ce que c'est, on a une petite idée, on pense que c'est un ancien Lovotel, on n'est pas sûr. Par contre un truc, ça pue la mort. Ce que Fanny expliquait, d'ailleurs allez voir la vidéo Ici Japon Corp aussi qui sort, hein. Vous allez voir voilà ma version à moi et la version Ici Japon Corp qui vont être un peu différentes en tant que deux vidéos en même temps. Mais ce qu'a expliqué c'est que ouais, tout ce qui est poubelle etc, souvent c'est les Yakuza qui viennent jeter illégalement des déchets sur ce genre de lieu un petit peu abandonné. C'est assez cosmique. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver un petit endroit sympa, on va se poser et je vais commencer à répondre à vos questions. On a été se promener un petit peu à droite à gauche, en vrai l'endroit il est incroyable, je pense que vous l'avez vu sur les images. Et là on va continuer de bouger un petit peu dans la région, on va aller visiter d'autres endroits comme ça, mais déjà le premier là, c'est assez incroyable. Et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à répondre à vos questions. Alors du coup la première question nous vient de Lutti qui nous dit: Dimitsu, tu parles du nouvel an en début de vidéo, quel calendrier est utilisé au Japon? Le calendrier grégorien ou un autre calendrier bouddhiste? Alors ça c'est une question qui est pas mal intéressante parce que souvent les gens ils ont tendance à confondre justement le nouvel an chinois avec comment ça se passe au Japon, etc. C'est vrai que c'est pas très clair pour beaucoup de gens. Au Japon on utilise le calendrier grégorien, c'est-à-dire que l'année 2022 c'est l'année 2022, c'est pas l'année 5000 et quelques, je m'y connais pas du tout, je vais pas rentrer dans les détails mais vous voyez ce que je veux dire. Par contre les Japonais ils ont quelque chose en plus, c'est que eux ils utilisent aussi ce qu'on appelle les ères, ça correspond à l'empereur qui est en place. Là par exemple l'ère elle a changé l'année dernière, on est dans l'ère qui est en place juste avant c'était l'ère Heisei, et du coup il y a une autre manière de calculer la date, ça va être par exemple la première, la deuxième, la troisième année de l'ère Heisei, de l'ère Showa. C'est assez courant pour notre date de naissance qu'on nous demande en quelle année tu es né mais par rapport à l'ère. Par exemple dans mon cas moi je sais que je suis né la troisième année de l'ère Heisei, Fanny je crois que c'est la sixième. Ah t'es là toi. Juste à côté. Et du coup là c'est un petit truc en plus, c'est intéressant à savoir je pense, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite prochaine question elle nous vient de Chloé Beau. Il me semble avoir entendu que les japonais et japonaises montrent rarement leur amour en public, cependant avec Fanny vous adoptez plutôt une attitude française à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà été réprimandé à cause de cette différence de comportement? Alors ça ouais c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante, c'est vrai que les japonais n'ont pas tendance à trop montrer leur amour en public. C'est-à-dire que c'est très rare que vous allez voir deux japonais qui se roulent une pelle dans la rue. Les japonais sont très pudiques à ce niveau-là, on va pas se mentir. Avec Fanny on a moins peur par exemple de se tenir la main, on a moins peur de se faire des petits câlins dans la rue, etc. Après on n'est pas non plus en mode gros roulage de pelle en ville ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être un petit peu plus feel good, plus free sur ce genre de choses, mais par contre on reste quand même assez respectueux de comment ça se passe ici, etc. Des fois quand on est peut-être lancé un petit câlin dans la rue parce qu'elle a froid ou des choses comme ça, les gens ils ont tendance à nous regarder un peu en mode oulala les amoureux, tu vois. Mais rien de méchant, en vrai, vraiment rien de méchant. Donc, voilà, n'ayez pas peur si vous venez en couple par exemple au Japon, il y a personne qui va vous regarder parce que vous vous êtes fait un petit bisou dans la rue ou parce que vous êtes tenu la main, pas du tout. Ce qu'il faut c'est juste pas être trop démonstratif non plus et il y aura aucun souci, ne vous inquiétez pas. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger d'endroit et je vais continuer de répondre à vos questions. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rum bum bum bum. Huh. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes. Pas
très très stable, mais ça va le faire. Prochaine question, elle nous vient de Mélanie Delacroix qui nous dit: est-ce que tu aurais des livres à lire en japonais à conseiller pour apprendre le japonais? Genre pas trop difficile au niveau de la langue et du vocabulaire. Ça paraît très très intéressant. Alors moi je sais, dans un autre Dinomitsu, je vous avais déjà conseillé un bouquin, c'était le Nekonote. C'est un bouquin plus de grammaire et vraiment pour moi c'est le bouquin qu'il faut avoir quand vous apprenez le japonais. C'est le bouquin, tu le mets dans ta poche. Wow, ça fait trop flipper, il y a des bruits là. On dirait qu'il y a des gens qui arrivent. Et donc le Nekonote, comment il fonctionne? C'est très très simple, c'est qu'en gros vous allez avoir la plupart des formes grammaticales du japonais transcrites en français. Ce qui fait que si vous voulez dire par exemple je veux manger un tacos à Haïti, cette phrase n'a aucun sens, mais voilà, c'est par exemple une phrase que vous pourriez avoir envie de dire, le livre il va vous expliquer dans quel ordre mettre les verbes, les noms, les particules, etc. Et du coup voilà, vous allez pouvoir vous faire des schémas grammaticaux japonais qui vont fonctionner un petit peu avec tout type de phrases. Et c'est vraiment moi, grâce à ce bouquin là et à cette méthode là, que j'ai le plus appris le japonais. Je suis pas sponsorisé par les éditions Ellipse, mais pour moi c'est vraiment un bon bouquin, donc je vous le conseille. Et sinon pour la lecture en elle-même, moi le conseil que je peux vous donner c'est d'acheter des bouquins pour enfants, genre les bouquins peut-être Doraemon, etc. C'est des bouquins qui déjà sont très simples à lire, parce que c'est fait pour les enfants japonais. En plus de ça, les kanji, s'il y en a, la plupart du temps il y a des hiragana, donc ça vous permet même, si vous savez pas encore lire les kanji, de pouvoir quand même lire le texte. Et surtout voilà, c'est du vocabulaire qui est très très simple, c'est même au niveau grammatical, c'est pas des phrases qui sont très très compliquées. Et surtout ça va vous permettre d'apprendre le japonais de la même manière que les petits japonais ils apprennent leur propre langue. Et je pense vraiment que c'est la meilleure méthode. Donc voilà, j'ai pas vraiment de bouquin particulier à vous conseiller, mais essayez de chercher vraiment les bouquins pour enfants, je pense que c'est le top pour commencer à lire le japonais. Ensuite, la prochaine question nous vient de John Jensen. Il fait nuit à 17h au Japon. Du coup, j'imagine que le soleil se lève plus tôt également. Est-ce que cette différence d'horaire, des phases du jour et de la nuit, impacte la vie des Japonais? Est-ce que les Japonais se lèvent et se couchent plus tôt en général? Est-ce que cela t'a impacté toi aussi en venant vivre au Japon? Merci pour tes vidéos toujours très agréables et positives. Bah écoute déjà John, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est très gentil. Et donc, oui, c'est vrai qu'au Japon, le soleil se couche très tôt. D'ailleurs, ça peut peut-être vous surprendre, surtout si vous venez l'été. Moi, par exemple, là, à contrario, quand je suis venu en France l'été dernier, j'ai vu les journées qui duraient jusqu'à 23h. Et j'avais complètement oublié ce détail. Et je me dis que, putain, vous avez de la chance. Vous avez grave de chance. C'est vrai que pouvoir profiter du soleil jusqu'à très tard l'été, pouvoir se faire un petit barbecue, pouvoir aller se promener même près de la plage, par exemple les gens qui habitent près de la plage et tout, je trouve que c'est une chance de ouf que vous avez et vous devriez la chérir. Et est-ce que du coup le fait que le soleil se lève tôt et se couche tôt, ça change un petit peu la manière de vivre ici au Japon? Enfin un petit peu, je vais pas te mentir. Déjà une chose, il faut savoir que les Japonais, eux, il y a une espèce de vieux dicton qui disent qu'il faut se coucher avec le soleil et se lever avec le soleil. Alors c'est très beau dit comme ça, mais dans la réalité, quand tu vois que le soleil il se couche à 17h, même si le soleil il se lève très très tôt, je vous avoue ça fait beaucoup de dodo pour très peu de réveil et c'est pas voilà. Mais par contre c'est vrai que le fait que le soleil se lève très tôt, ça donne envie de se réveiller tôt aussi. Et moi j'avais l'habitude de me lever à 5h du matin. Le fait de te lever à 5h du matin et d'avoir quand même un grand soleil déjà qui commence à se lever, d'entendre les oiseaux qui sifflent, etc. Je vous avoue c'est un bonheur quand même, ça fait vraiment du bien. Et ça comble un petit peu le fait que le soleil se couche très très tôt à contrario. Et souvent le matin aussi ce qu'on voit c'est tous les petits papis japonais, les petites mamies japonaises, eux ils se lèvent très très tôt du coup le matin, que ce soit pour aller eux se promener ou pour aller promener leur chien ou quoi que ce soit. Et sinon un autre impact que ça peut avoir quand on est jeune surtout, c'est que le fait que le soleil se couche très tôt, ça fait que les soirées elles commencent tôt au Japon. Alors, quand tu vas aller boire un coup avec des potes, quand tu veux sortir avec des potes, etc., t'es pas obligé d'attendre 22-23h. À 19h tout le monde est déjà dans un izakaya en train de se boire des coups, en train de faire la fête, partir au karaoké, partir en club et tout. Et c'est cool parce que tu peux vraiment te faire une méga soirée de ouf et rentrer chez toi avec le dernier train. T'es pas obligé de partir à 23h et de rester jusqu'au matin, tu vois. Donc voilà, c'est aussi un des petits aspects positifs du fait que le soleil se couche plus tôt. Et sinon à part ça, ouais non, je vous avoue que l'été là, le soleil qui se couche tard, je vous envie un petit peu les mecs quand même. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ah, il y a trop de vent là, c'est mort. Ouais, c'est chiant. Tu veux mon manteau, bébé? Je te le donne si tu veux. Non, c'est vrai. Fabrique de rembourrage de soutien-gorge. On est tombé sur un autre lieu abandonné, on devait aller au bus là-bas. Et on est tombé devant un truc. Apparemment c'est un truc de couturier, il y a des soutiens-gorge, il y a des trucs. Il y a une voiture, regardez-moi ça. Allez, regardez-moi ça. C'est incroyable. La région de Ibaraki, il faut savoir, c'est un petit peu comme la région de Kinugawa Onsen, où on était avec Fanny dans une ancienne vidéo. Il y a plein de lieux abandonnés de partout et c'est incroyable. L'endroit est beau de ouf, mais qu'est-ce qui fait froid. Alors là, du coup ils sont tous à l'intérieur du petit bâtiment là-bas en train de prendre des photos et moi je vais en profiter pour continuer de répondre un petit peu à vos questions. Alors déjà première question, elle nous vient de Papsan qui nous dit: ça fait quoi d'acheter un vélo à 2000 €? Ah le Van Moof. Ah je vous avoue je suis content. Ça faisait 1 an, 2
2 ans que j'avais envie d'acheter le VanMoof et c'est cool, c'est trop cool. Pour les gens qui connaissent pas, le VanMoof c'est un vélo électrique, passage de vitesse automatique, il se recharge, il y a un système anti-vol, GPS, ça se connecte à ton iPhone et tout. Enfin vraiment, les gens appellent ce vélo la Tesla des vélos. Et ouais, non, je suis trop content, trop content d'avoir enfin pu l'acheter. Et je pense en vrai, comme il y a Fanny qui s'est acheté aussi un vélo électrique de son côté, elle a pas pris un VanMoof, elle en a pris un autre. Je me dis que c'est cool parce que ça va nous permettre, en attendant qu'on passe le permis, de pouvoir se promener dans Tokyo, de pouvoir aller dans des endroits où on n'avait pas forcément accès facilement avant, etc. De pouvoir peut-être même faire des balades à vélo sur YouTube et tout. Enfin, il y a plein de possibilités. Et du coup, voilà, VanMoof. S'il y a des gens qui connaissent pas, allez checker, mais ouais, je suis grave content. Et là, du coup, on se retrouve à l'intérieur d'un cimetière de bus. C'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler de ça, un cimetière de bus? C'est ouf comme endroit. T'étais déjà venu, toi? Ouais, j'étais déjà venu, ouais. Ça a un petit peu changé. Ok. Ils étaient un peu plus aérés avant les bus, ils les ont plus tassés, mais ça reste quand même très cool. C'est incroyable. T'as toutes les générations de bus depuis, je pense, genre 70 ans qui sont alignés. Putain. Ça fait un peu capsule temporelle, genre tu vois vraiment, les gens ils montaient vraiment dans ce bus là à l'époque pour prendre le bus, quoi, c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas été dégradés, rien, enfin les gens respectent vraiment. Et ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là, je pense. Ouais. C'est un truc de dingue, ouais. Tu kiffes? Ouais, grave. C'est incroyable. Voilà. C'est froid. T'as froid? Oui. Ouais, c'est une maison hantée votre truc là. La maison des suicides? Jason Muda. Jason? Vendredi 13? Ouais. C'est vrai? C'est trop bien. Cette vidéo n'a aucun sens. Je me suis laissé embarquer dans le truc, je sais pas où on va. On passe de ruine en ruine, là on est dans une maison hantée de je sais pas quoi, c'est... Vous trouvez des pommes de pain? Incroyable ma chérie. Une pomme de pain? Mais c'est fou. T'as pas de l'uranium vite fait? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un siège auto d'enfant. Genre, ça fait... Ah, c'est horrible. Mal. Ok. Yo. Du coup, prochaine question, c'est Mel SVT qui nous dit: j'ai vu que t'étais un grand fan de Yu-Gi-Oh! Quels sont tes persos préférés? Bonne continuation. Déjà, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Oui, moi je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis tout petit. Alors, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de l'animé, j'avais presque tous les mangas et surtout, j'ai commencé les collections de cartes assez tôt. Alors, vraiment, j'étais très matrixé par Yu-Gi-Oh! Quand j'étais plus jeune. Et là, ces derniers temps, il s'est passé quelque chose d'assez fou, c'est qu'il y a le jeu Master Duel qui est sorti. Le jeu Master Duel, si vous voulez, c'est un petit peu le jeu que les fans de Yu-Gi-Oh! Attendaient. C'est le vrai jeu avec les vraies cartes, les vraies règles. Et surtout que moi, je voyais tout le temps que ce soit Louis ou d'autres potes qui jouaient à Hearthstone et tout, et je me disais putain c'est cool quand même, et moi j'aimerais bien pouvoir faire ça avec Yu-Gi-Oh! Bah maintenant c'est possible, et d'ailleurs ça m'arrive de faire des live Master Duel sur Twitch, donc s'il y a des gens qui aiment bien le jeu, qui aiment bien Yu-Gi-Oh! Bah n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch de temps en temps. Et sinon mes persos préférés, je sais pas si tu t'y connais un petit peu en Yu-Gi-Oh! Moi ma période préférée c'est la période Battle City, et c'est tout ce qui est l'arc avec Marek etc, et du coup tout ce qui est dieu égyptien, et donc moi mes persos préférés, mes cartes préférées déjà c'est les dieux égyptiens, et mes persos préférés, je pense que mon perso préféré ça doit être Marek. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, une autre question, elle nous vient de Sarvangel qui nous dit: pourquoi c'est si difficile de trouver des albums d'artistes japonais en France? Alors ça, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que contrairement par exemple à la Corée, le Japon, ils ont une politique qui est assez auto-centrée à ce niveau-là. Ils n'ont pas du tout comme objectif d'essayer de faire à l'international. C'est-à-dire que les artistes japonais ou les labels japonais, pour eux, leur but, c'est surtout de vendre au Japon, ce qui fait qu'ils font très peu de promotion pour l'étranger. C'est pour ça qu'on voit très peu d'artistes vraiment qui arrivent à grandir à l'international. C'est-à-dire qu'on a qui? On a par exemple l'Arc-en-Ciel, mais encore une fois c'est assez niche quand même. On a d'autres groupes comme Diren Grey qui ont fait pas mal de tournées mondiales, tout ça, mais ça reste niche aussi. Et des groupes qui ont une portée internationale sans passer par le côté justement Japanimation, etc. C'est très rare au final, contrairement à la K-pop qui a tout explosé. Et la principale différence par exemple entre la K-pop et la J-pop, bah, c'est que les Coréens, eux, ils ont cette vision internationale. C'est-à-dire que les producteurs qui font de la musique coréenne, c'est des producteurs américains, des producteurs suédois, c'est les gens qui font la musique pour les plus gros artistes américains, tout ça. Alors qu'au Japon, bah, ils restent un petit peu entre eux. En japonais, on dirait Shokunin Kishitsu, c'est le savoir-faire japonais, mais du coup, ça reste au Japon. Ça reste, vous voyez. Et c'est ça qui fait que, bah, malheureusement, comme ils essayent pas trop d'aller à l'étranger, bah, c'est ça qui fait que c'est dur de trouver des CD japonais en France, en fait. Et à côté de ça, il y a aussi le côté offre et demande, c'est-à-dire que, bah, malheureusement, aujourd'hui, le Japon, même si ça s'est pas mal démocratisé ces dernières années, ça reste un contenu qui est assez niche, en fait. Et les gens qui écoutent de la musique japonaise, bah, c'est un tout petit pourcentage de la population, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel pays hors Japon. Ce qui fait que, voilà, pour les revendeurs, bah, c'est pas très intéressant non plus d'acheter des gros stocks de CD de musique japonaise, parce que ça va très peu se vendre. Et pour finir, par contre, ce qui est cool, c'est que de plus en plus, on voit les labels japonais
qui enfin se sont dit le streaming c'est pas mal. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'artistes japonais qui ont leur musique et tous leurs vieux albums, toute leur carrière qui apparaissent sur Apple Music, Spotify, etc. Par exemple l'Arc-en-Ciel qui est un des plus gros groupes japonais, ils ont mis toute leur discographie sur Spotify il y a un an et demi à peu près. Jusque là, c'était impossible d'écouter la musique de l'Arc-en-Ciel si tu n'avais pas les CD. Mais du coup voilà, les labels japonais sont en train d'ouvrir un petit peu les yeux et du coup ils s'ouvrent un peu plus à l'international et on va pas se mentir, ça fait très plaisir. Prochaine question d'Aboz27000 qui nous dit « J'ai raté une vidéo, bah on attend toujours ton prénom français. » Comment dire? Y a quelqu'un qui lui dit? Je ne sais pas du tout où ils sont passés. J'entends des petits bruits. Je sais pas où ils sont. Oh putain, ça fait flipper. Je crois qu'il y a du bruit là-bas. Qu'est-ce qui pourra dater, tu penses, sur les lieux abandonnés, tu vois, Ne mourrez pas s'il vous plaît. J'ai peur. Fais attention à toi. Non, ça va en fait. Voilà. C'est sûr. On s'est arrêté au Royal Host pour manger, là. Tout le monde a pris des steaks et tout. Et on va en profiter pour répondre vite fait encore à quelques questions. Alors déjà on a une question de Pharaon 3X Photographie. J'adore vos blazes les mecs, vraiment ils sont incroyables. Vu la nouvelle maison de Ici Japon qui va servir de studio, est-ce que tu penses faire de nouveaux contenus? Je pense qu'on peut peut-être répondre à tous. Déjà cette maison elle va servir à quoi au final? Parce qu'on avait parlé de Twitch sur la dernière vidéo. Alors vas-y je laisse Tev un petit peu répondre aussi. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Mitsugi. Mitsu. Abonnez-vous. T'as vu quand je dis abonnez-vous aux gens, ils ont plus tendance à s'abonner que quand tu le dis toi. Ok. Donc abonnez-vous. Du coup, à quoi sert cette maison? Pour l'instant, rien n'est défini à 100%. C'est un espace qui va nous servir à faire plein de nouveaux formats, aussi bien sur YouTube que sur Twitch. En vrai, là où on en est, il y a encore quand même quelques semaines de réflexion, de préparation et de choses à faire, donc on n'est pas là pour tout de suite. Mais évidemment, Mitsugi qui fait partie de la famille sera le bienvenu et vous le verrez. Pourquoi je suis flou? Et effectivement, vous verrez plein de formats. Et ça va évoluer, on va tester des trucs, et ce qui marche, marche, ce qui marche pas. C'est des challenges et c'est aussi de la créativité qui va se libérer un petit peu dans tous les sens. Ouais, que ce soit du Twitch, je pense que du coup, là vous connaissez ma chaîne Twitch à moi, mais on va peut-être je vais peut-être participer à la chaîne Twitch de Ici Japon Corp. Après à côté de ça, ouais, peut-être de temps en temps s'il y a des studios qui se créent, ça allait créer des formats de vidéos, des trucs comme ça. En vrai c'est cool parce que ça... tu filmes de plus en plus en bas, c'est ça? Pardon, non j'étais sur ton tweet. Ok. Et ouais, très beau site d'ailleurs, merci beaucoup. Mais ouais, non, c'est cool, pas mal de possibilités, donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Une question de Jonathan the Father qui nous dit comment as-tu créé l'opening musical d'Ici Japon Corp? Effectivement, vous avez tous vu le fameux opening animé. Ça partait d'une idée de Charles à la base, je crois. Ouais. Rapidement, il lui fallait une musique parce que il part de la musique pour faire son animation. Donc naturellement, je t'ai demandé. Et moi, le truc, c'est qu'en gros, la musique que vous entendez, c'est une musique que moi j'ai composée il y a 3-4 ans à peu près. C'est une musique que j'avais composée pour moi au départ. Au final, je l'ai jamais utilisée parce que je suis parti un petit peu dans un autre délire avec ce que je faisais niveau musique. Et du coup, voilà, j'avais ce truc-là qui est resté dans mon ordinateur. Et quand du coup, ils ont dit, bah non, on a besoin d'une musique d'animé, je me suis dit, bah attends, j'ai une musique, c'est parfait en fait. Au final, ça donne super bien. Mais moi, je suis content parce que j'ai vu du coup les commentaires de la vidéo d'Ici Japon Corp. Les gens, ils ont l'air d'avoir plutôt pas mal kiffé. Je pense que vous avez plutôt pas mal kiffé, donc ça fait plaisir. Et du coup, toi, t'en as pensé quoi, Tev, grand patron? Alors déjà, j'ai été impressionné par la vitesse à laquelle tu l'as faite. Mais du coup, vu que c'était déjà un projet recyclé, moi, déjà j'étais pas au courant. Ils m'ont dit on fait un animé. Et je pense, je sais pas si c'est Masa ou Charles qui m'a dit bon bah la musique c'est Mitsu qui l'a fait. Et tout de suite ils me l'ont fait écouter, c'était trop bien. Même sans le générique, il est trop bien. Et là avec l'image dessus, ça a été fait pour ça. Mais franchement c'est ouf d'avoir un générique animé et une musique dédiée en fait. Original. C'est du luxe. Vous vous rendez pas compte mais c'est vraiment exceptionnel. Mais du coup voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ce fameux opening pour Ici Japon Corp. Je suis très content d'avoir pu y participer, je suis content du résultat final et voilà. Content de voir que ça vous plaît à tous. Donc voilà. Voilà. Et du coup maintenant écoutez, on va finir de manger et on se retrouve un petit peu après. Mange pas pendant que tu manges ton truc ou pas.
Bah écoutez, nous revoilà, cette fois dans la salle TV Louis, chez Ici Japon. La vérité c'est que j'avais plein de questions auxquelles j'avais envie de répondre, et finalement pendant la sortie Urbex là, que vous venez de voir, j'ai pas eu le temps de faire toutes les questions. Et du coup bah je vais terminer la vidéo en continuant de répondre un petit peu aux quelques questions qui restent. Donc bah écoutez, on perd pas plus de temps. Vos questions. La prochaine question, elle nous vient de Charlotte Anthony. Est-ce que tu penses aller au parc Ghibli? Pour les gens qui sont pas au courant, alors il y a Ghibli qui ont prévu d'ouvrir un espèce de parc d'attractions. Ghibli, c'est du côté de Nagoya, c'est entre Nagoya et Toyota, je crois. Et ça a l'air fabuleux. Là, ils ont déjà montré un petit peu les premiers extraits, les premières images, etc. Le parc, il ouvre en novembre, je crois. Il y a peut-être des gens qui sont venus à Tokyo, ils connaissent le musée Ghibli. On y est allé d'ailleurs il y a pas très longtemps avec Fanny, c'était très sympa. Et du coup là, voilà, c'est encore une nouvelle, c'est un nouveau parc, c'est une nouvelle extension. Ça n'a strictement rien à voir et ça a l'air incroyable. Donc encore une fois, ça ouvre en novembre, je crois. Et ouais, grave, je pense que dès qu'on peut acheter les tickets, on va s'en acheter, et que ce soit avec Fanny, que ce soit avec Tev, je sais pas exactement de quelle manière on va faire ça, mais oui, vous inquiétez pas, on va y aller, on va faire un gros vlog là-bas, c'est obligatoire. Un parc Ghibli les mecs, un parc Ghibli, bien sûr. Ensuite, une question de Vic RTO qui nous dit bientôt vie commune avec Fanny. Là, actuellement, avec Fanny, on vit séparément. Elle a son appartement, moi je vis dans la maison, du coup. Voilà, on aimerait bien, ouais, potentiellement vivre ensemble. Effectivement, c'est une question qui se pose. Et du coup, je vous avoue, on regarde, on hésite un petit peu. Est-ce qu'on prend un appartement? Est-ce qu'on prend une maison, etc. Est-ce qu'on achète une maison aussi? Là, il y a Louis qui m'a pas mal parlé de ça. Il m'a dit, mec, tu devras acheter une maison et tout. Et c'est vrai que l'idée me trotte un peu en tête. Là, on en a très envie, tous les deux. C'est que là, encore une fois, hein, je vis dans la maison, du coup, que Tev va acheter. Et c'est cool, j'ai mon espace, etc. C'est vraiment cool. Mais au final, le fait de pas habiter avec Fanny, bah c'est vrai que c'est un manque que je ressens de plus en plus. Et du coup voilà, on va travailler ça. C'est peut-être aussi quelque chose que vous allez pouvoir suivre sur la chaîne, parce que je vous avoue, si jamais j'achète une maison, ou si on se prend un appartement ou une maison à deux, plus une maison je pense, bah voilà, vous pouvez compter sur moi pour vous faire un gros vlog, pour vous présenter les choses, etc. Enfin je pense que voilà, ça peut être très intéressant. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait d'avoir du contenu comme ça. Mais dans tous les cas voilà, une vie commune avec Fanny, oui, ça va arriver. Ensuite il y a David 100E qui nous dit ton avis sur la nouvelle saison de Demon Slayer. Alors franchement, la nouvelle saison de Demon Slayer, les mecs, ah mais le chef-d'œuvre, mais elle est incroyable. Franchement, c'est ouf. Je veux dire, surtout vous savez quand il y a le personnage principal là, à un moment il arrive comme ça et non, je déconne. je suis désolé. J'ai jamais regardé Demon Slayer. Voilà. Ensuite, une question de 12 Stéphane qui nous dit est-ce que les Japonais se rendent compte de l'ampleur de leur culture chez nous? Manga, animé, bouffe. Ça c'est une question qui est grave intéressante et je pense que ce soit Tev, Louis ou moi, on a essayé un petit peu d'y répondre déjà dans nos précédentes vidéos. Mais non, les Japonais ils ont vraiment une espèce d'énorme complexe en fait par rapport à l'étranger et ils se rendent vraiment pas compte à quel point la culture japonaise elle a un impact fort à l'étranger. C'est-à-dire que eux ils ont vraiment ce sentiment d'être un tout petit pays qui fait ses petits trucs dans son coin, ils ont vraiment l'impression d'être coupés du monde et ils sont très surpris la plupart du temps quand tu leur dis que en France, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, les gens s'intéressent aux mangas, les gens s'intéressent aux animés, les gens s'intéressent à la culture japonaise, etc. Mais je trouve ça dingue par contre à quel point ils en sont pas conscients. Pour eux vraiment ils sont enfermés, c'est juste leur petit truc, ils ont leur petit manga, ils ont leur culture, etc. Et ils ont vraiment pas conscience de à quel point tout ça c'est un trésor et à quel point voilà ça a un impact fort sur énormément de gens à l'étranger. Mais ce genre de vidéo, je vais essayer d'en faire aussi un petit peu sur la chaîne, je vais essayer d'aller un petit peu dans le détail de tout ça, essayer d'aller rencontrer aussi, que ce soit des artisans, des mangaka, des musiciens au Japon, etc. Pour leur poser aussi la question, pour voir un petit peu leur réaction sur le fait que si, il y a des gens qui écoutent de la musique japonaise, si, il y a des gens qui adorent les animés, les mangas. Enfin voilà, de la même manière que vous, j'aime vous faire découvrir un petit peu le Japon, j'aimerais par le biais de mes vidéos aussi faire découvrir aux Japonais un petit peu plus à quel point ils ont une belle culture et à quel point il y a beaucoup de gens qui apprécient cette culture-là à travers le monde. T'es un petit peu fouillis, hein, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, une question de Joey le Tatou, qui nous dit salut Mitsu, songes-tu demander la nationalité japonaise afin de ne plus dépendre d'un visa? Alors ça pareil, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle montre à quel point c'est fouillis un peu, les bails de nationalité, les bails de visa, c'est très compliqué je pense pour beaucoup d'entre vous, donc je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Déjà, le visa et la nationalité, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire très simple, changer de nationalité, ça te garantit pas un visa. Et avoir un visa permanent, ça ne signifie pas changer de nationalité. En gros, si tu changes de nationalité, ce qu'on appelle une naturalisation, tu deviens japonais, tu as un passeport japonais, c'est très rare, c'est très compliqué comme demande à faire, mais ça existe, il y a des gens ici, des étrangers, qui sont devenus japonais, qui ont le passeport japonais. Mais ça, c'est quelque chose de très fort parce que ça signifie aussi jeter un peu ton passeport français à la poubelle, jeter ta nationalité française. Et ça, je vous avoue, j'ai pas envie de ça. Je suis fier de mes origines, je suis fier d'être français, je suis content d'avoir un passeport français, je suis content de pouvoir rentrer en France à n'importe quel moment. Et voilà, j'ai pas du tout envie de jeter ça. Par contre, ce qui existe dans la plupart des pays et qui existe également au Japon, c'est ce qu'on appelle un visa permanent. Et ça, en gros, c'est un visa, c'est comme les autres visas, sauf que tu peux vivre ad vitam aeternam
au Japon. C'est-à-dire que ce soit au niveau du travail, au niveau de un petit peu tout en fait dans la vie de tous les jours, t'as les mêmes droits que les Japonais. C'est un visa, t'as pas à le renouveler. Ils vont juste te checker de temps en temps si tu vis toujours au Japon, si tu travailles toujours au Japon, etc. Mais t'as pas à le renouveler. Contrairement à des visas normaux, par exemple mon visa moi je suis obligé de le renouveler tous les ans. Et surtout ça te permet de garder ton passeport français. C'est-à-dire que tu deviens pas japonais, t'es juste résident japonais. Enfin voilà, c'est un sujet qui est un petit peu complexe. J'espère que j'ai pas été trop fouillis, que j'ai pu bien l'expliquer. Et dans tous les cas, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite une question de Megan F qui nous dit: penses-tu que les frontières vont bientôt réouvrir ? Mesdames et messieurs, je suis content de pouvoir enfin vous donner des bonnes nouvelles. Oui, le Japon réouvre ses frontières. Mais à une exception. C'est que pour l'instant c'est que pour les étudiants et les travailleurs, mais c'est déjà un bon point. Voilà, ça avance petit à petit. Donc là je crois, si les infos sont bonnes, j'ai vu des infos comme quoi ils allaient autoriser jusqu'à 5000 personnes étrangères par jour. Il y aura juste une petite quarantaine de 3 jours dans un hôtel, sauf si t'as les 3 vaccins. Si t'as été vacciné 3 fois, là c'est bon, tu peux passer. Et du coup voilà, les étrangers vont pouvoir petit à petit revenir, à savoir que jusqu'à maintenant c'était caput, c'était zéro. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur ou quoi, c'était non, tu ne rentreras pas au Japon. Je vous avoue, j'ai eu une discussion avec Louis ces derniers temps, on en discutait, et Louis il me disait il faut pas que le Japon il déconne. Si là le Japon il déconne, genre ils disent ok c'est bon, allez hop on réouvre, venez comme vous voulez, voilà, ça va juste faire qu'il va y avoir trop de gens qui vont arriver d'un coup, ils vont avoir un petit pic de coronavirus qui va arriver, ils vont dire ah bah vous savez quoi c'est bon, on referme complètement. On espère, Louis et moi, que le Japon ne va pas déconner à ce niveau-là, qu'ils vont vraiment faire les choses tout doucement. Je pense que c'est mieux de laisser au moins la petite quarantaine au début, ça permet au moins de voilà créer un espèce de tuyau, vous voyez, qu'il n'y ait pas trop de gens qui arrivent d'un coup. Et non, je pense que c'est une bonne chose. Ça fait 2 ans les mecs. Ça fait 2 ans qu'on attend ça. Enfin voilà, je suis vraiment content. C'est encore une toute petite mesure. Encore une fois, c'est que les étudiants et les travailleurs pour l'instant. Mais voilà, ça évolue, ça avance. Et on espère que d'ici quelques mois, eh ben, il va pouvoir y avoir les premiers afflux de touristes, etc. Enfin voilà, on croise tous les doigts. Et voilà, dans tous les cas, Megan, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup, pour terminer, une question de Xavier Bauche. Xavier Bauche, que vous connaissez peut-être parce que je l'avais déjà présenté. Je crois que c'était dans la vidéo où je vous montrais ma maison en France. C'est un écrivain français qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Essentiel. Et c'est un bouquin pour lequel j'ai fait encore une fois la voix off. Je suis Tiester, l'aîné, en charge de guider l'homme vers la lumière. Malheureusement, une fois sur Terre, nos pouvoirs furent brisés. Désormais, ni ange, ni homme, nous fûmes contraints de nous adapter. Impuissants face à cette inéluctable déchéance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker son travail. Et du coup, Xavier, il nous dit: salut Rico, bravo pour le succès de ta chaîne, merci beaucoup. 100K, ça change quoi au niveau de toi, du contenu, etc. Alors ça, c'est une question qui est grave intéressante parce que il y a autant de positifs que de négatif, on va dire. Et c'est un sentiment qui est très dur à expliquer, et je pense vraiment que si tu le vis pas, tu le comprends pas. Pour la petite anecdote, j'avais un petit peu parlé de ça avec Louis. Louis m'avait expliqué au tout début de ma chaîne, il m'avait dit: ce que toi tu t'imagines du sentiment que tu vas avoir au 100K et ce que tu vas vraiment ressentir quand tu auras les 100K, ça va être très différent. Et il m'expliquait que lui, quand il avait eu les 100K, il était pas en mode youhou, pas du tout. Il était plutôt en mode ok. Et ça s'explique comment? Ça s'explique que quand tu lances ta chaîne YouTube, 100 000 abonnés, c'est tellement loin que pour toi c'est un cap. C'est un cap de ouf et tu dis ouais, le jour où j'ai 100 000 abonnés, mais frérot, c'est ouf, c'est incroyable. Sauf qu'au final, quand t'arrives au 100K, tu te rends compte à quel point c'est que le début. C'est à partir de là que tu rentres un petit peu dans la cour des grands, et c'est là où tu dois faire tes preuves. Moi j'ai un petit peu l'impression, vous voyez, c'est comme quand t'es au primaire, t'arrives en CM2 t'es le plus grand de ton école, tu vois, t'es en mode hop, t'es un petit peu le tu vois, t'es le gars de l'école, t'es le mec, t'es le CM2, t'es le plus grand, et d'un seul coup t'arrives en 6ème. Et là t'arrives devant tous les collégiens, voire les lycéens, si comme moi vous avez fait un collège-lycée, et tu te dis ouais, je suis tout petit en vrai. Tu te retrouves vraiment être le plus petit dans une mare immense de gros youtubeurs de partout, et tu te dis c'est là qu'il faut que je fasse mes preuves. Et ça, vous voyez là, moi depuis le début d'année, je ressens une pression de ouf. Je me mets beaucoup plus la pression qu'avant en fait, vraiment. Même au niveau des chiffres de la chaîne, etc. Vraiment, ça me met une pression de ouf. La petite crise des 100K, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je pense que je suis pas tout seul à l'avoir vécu, hein. J'ai discuté avec d'autres gens, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu aussi. Jusqu'au 100K, c'était un peu, je vais pas dire la rigolade, hein, il faut les faire les 100K quand même. C'est juste tu réfléchis pas, t'es un peu dans le truc, t'es dans le train, tu vois, tout t'avances, tu fais tes vidéos chaque semaine, tu donnes le meilleur de toi, etc. Mais une fois arrivé au 100K, tu dis waouh, ça classe que j'ai fait jusque maintenant, c'était rien du tout. Et du coup, vous voyez, autant je suis content de ouf. C'est incroyable à quel point ma vie a changé depuis que j'ai commencé YouTube. J'ai plein de projets, j'ai plein d'objectifs, j'ai plein de... Enfin, c'est vraiment trop cool. Mais du coup, à côté de ça, voilà, le revers de la médaille des 100K, c'est aussi cette espèce de pression que je ressens énormément. Mais dans tous les cas, encore une fois, je suis très content d'être là, je suis très content de vous avoir, et je suis très content de voir que même un an après, vous êtes toujours là à me suivre, à regarder mes vidéos, à suivre les Dinomitsu, etc. Enfin, voilà, ça me fait toujours autant plaisir. Et ça me donne la niaque. J'ai quand même envie de faire des vidéos de plus en plus sympas. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs que j'ai envie de mettre en place, et voilà, c'est que du positif. À côté de ça, vraiment, c'est que du positif. Je vais pas faire le mec qui se plaint en mode oh non, oh là là, j'ai des 100K, mon dieu, oh, je suis malheureux. Pas du tout. Mais encore une fois, voilà, il y
y a cette petite pression qu'il va falloir combattre un petit peu. Et je pense que c'est une question aussi de... Voilà, je vais m'y habituer. Sur ce, écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé encore une fois le retour des Dinomitsu, premier Dinomitsu de 2022. Alors, je vous avoue, j'ai essayé de changer un petit peu le format. J'avais envie de faire autre chose que juste je me balade, je réponds à vos questions, etc. Par contre, là, à l'heure actuelle, au moment où je tourne ça, je sais pas du tout quelle gueule va avoir la vidéo. Parce que voilà, on a fait un urbex, j'ai répondu à des questions là, j'ai filmé du b-roll, puis je suis revenu là, etc. Enfin voilà, pour moi, cette vidéo n'a aucun sens. Mais voilà, j'espère que le Mitsu du futur qui va monter la vidéo cet après-midi là, il aura fait quelque chose de quali. On fait ce qu'on peut. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé le format. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire évoluer le Dinomitsu. Par exemple, un truc que j'avais pensé, c'était peut-être faire un Dinomitsu dans un onsen, où genre je me mets dans un onsen, tac tac, dans l'eau chaude, tranquille, vous voyez, et je réponds à vos questions, etc. Donc voilà, je pense que je vais pas arrêter ce format, c'est un format que j'ai envie de continuer. D'ailleurs, encore une fois, hein, si vous avez des questions à me poser, laissez-moi ça dans les commentaires, c'est là pour ça aussi, hein, je les utiliserai pour la prochaine vidéo. Sur ce, sinon, comment terminer cette vidéo, je ne sais pas trop. On va dire que je compte sur vous pour le pouce en l'air, l'abonnement, le partage, la petite cloche, vous savez quoi faire. Et nous, on se retrouve dimanche prochain 14h pour une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, je mets ça comme ça, mais dimanche prochain, dimanche d'après, là, il y a 2 grosses vidéos qui arrivent. 2 grosses vidéos qui arrivent. Voilà, Enfin voilà, écoutez, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Mitsu, je vous fais des gros bisous.